Donc une structure à peu près de 5 personnes, hein, qui fait du meuble de style. Donc leur demande, c'était de pouvoir charger une commande numérique, mais il a des multitudes de palettes avec des pièces totalement différentes. Donc il a fallu trouver une solution. Et surtout, derrière, lui, il n'a pas de service de maintenance, pas de service technique. Donc il a intérêt à bien maîtriser son robot. Donc on a proposé une solution d'accompagnement à l'intégration. Donc il a participé à la réalisation des programmes. Donc il maîtrise parfaitement son robot, ce qui fait que ça lui permet de changer de type de pièce, ça lui permet de réfléchir à d'autres applications. Et ça, c'est une application qu'on a réalisée à peu près il y a 2 ans. Et là, cette année, il vient de racheter 2 robots. Je sais à peine ce qu'ils vont faire, parce qu'il a trouvé, lui, des applications de ponçage, des applications de chargement de machines, mais il sait vraiment, il est entièrement autonome. Et donc, petite société de 5 personnes, il a 3 robots. Ça lui a permis d'avoir d'autres marchés, entre autres pas négligeables, puisque des marchés du style Hermès, des gens comme ça. Et donc, ça lui permet effectivement de continuer à survivre, puisque au début, Néo-Siège, c'était des structures de sièges uniquement. Maintenant, c'est des sièges finis. C'est un réseau de vente aux États-Unis, en Russie. Donc, c'est le développement d'une société. Donc, nous, on peut apporter des solutions, mais vivre avec son entreprise, savoir où il faut robotiser, c'est le client final qui le connaît. Cuisine Schmitt est une société qui se projette déjà dans le futur. Donc, c'est une collaboration entre le client final, l'intégrateur et le fournisseur du robot. Voilà. Je vais vous présenter 2 exemples. Un exemple d'une entreprise qui a choisi de robotiser donc du soudage de chaises et tables d'écoliers dans des cadences, on va dire, des quantités qui ne sont pas extrêmement importantes. Et donc là, on était beaucoup plus orienté sur la flexibilité du moyen de production. Donc le soudage de tubes cintrés, l'essentiel est d'avoir des outils qui tiennent les tubes de manière répétable pour que le robot puisse aller toujours au même endroit. Ensuite, on a d'autres techniques qui permettent au robot de se recaler en position. Ça peut être des systèmes laser, des systèmes de palpage où on vient toucher le fil, etc. Mais quand on fait des petits cordons et qu'on est à rechercher du temps de cycle, idéalement, si le robot peut aller directement au bon endroit et faire sa soudure sans se poser de questions, c'est la meilleure solution. Ce qu'on retrouve, c'est tous les bénéfices de la robotique dont on a déjà parlé. Particulièrement dans les installations de soudage, on a une forte augmentation de la productivité par rapport au soudage manuel pour la simple et bonne raison que la majorité des installations de soudage dites standards sont conçues avec un poste de chargement opérateur et le robot qui soude de l'autre côté. Donc au minimum, vous produisez déjà 2 fois plus vite, puisque pendant que l'opérateur que vous aviez avant en manuel est en train de charger, décharger un outillage, de l'autre côté, il y a un robot qui est en train de souder. Et après, évidemment, le robot soude plus vite, de manière plus régulière, plus constant dans le temps, ce qui fait qu'on a l'habitude de dire que globalement, un robot de soudage va réaliser la charge de 3 soudeurs. L'amélioration de la qualité, on en a parlé, et la conception de l'outil, donc là c'est soit le travail de l'utilisateur final qui connaît suffisamment ses produits et qui va se lancer dans la conception de ses outils, soit le travail de l'intégrateur qui va réfléchir aux outils. Là, en l'occurrence, pour les chaises de tout à l'heure, on a réalisé sur un seul outillage un outil capable de prendre 12 modèles de chaises différentes pour s'adapter aux différentes tailles des produits. Donc voilà, on peut avoir des solutions flexibles avec des changements de production qui permettent de réduire les tailles de lot et de ne pas systématiquement changer les outils ou de faire des choses très complexes. L'intérêt pour le client, c'est finalement de maintenir sa production en Europe dite occidentale, plutôt que d'aller délocaliser dans un pays de l'Est. Donc là, on est sur une machine qui est beaucoup plus dédiée à un produit type, parce qu'il y a une quantité à fabriquer qui le nécessite. Mais dans le domaine du soudage, on va de la très petite série à la grande cadence. Le soudage n'est pas réservé uniquement aux très grandes cadences pour la partie robotisation. Dans le bois, le robot peut être utilisé dans beaucoup d'applications. L'empilage, le remplissage, le picking, la mise en chariot, le stockage, la pose cacaillerie, on a vu ce matin des vidéos chez Salm, ou l'usinage. Et contrairement aux idées reçues, le robot s'adapte bien à une grande diversité de pièces. Le robot, c'est qu'un actionneur, il faut le prendre comme ça.
C'est pas lui qui a l'intelligence d'être flexible, il en a la capacité. Si on met autour de ce robot des données qu'on pourrait donner à manger, des informations, un préhenseur adapté et un petit peu d'intelligence gérée par un automate, il est capable de s'adapter à beaucoup d'applications flexibles. Donc dans le bois, les contraintes sont nombreuses. Les pièces sont fragiles, donc le préhenseur est extrêmement bien adapté. Il y a une grande diversité ce matin de dimensions et de revêtements auxquels il faut s'adapter également au niveau du préhenseur. Et en général, les cadences peuvent être hautes. On parlait ce matin de rentabilité et de retour sur investissement. Vous pouvez acheter la meilleure machine du monde, chez Bies, chez Omac, chez IMA ou chez Commercy pour le soudage. Sa cadence restera sa cadence. Et je pense qu'un des grands sauts technologiques qu'a pas fait tellement l'industrie hors automobile, c'est la mise en flux de moyens de production. C'est lié des moyens de production à haute performance qui ont atteint quelque part un seuil critique. Une machine de découpe de panneaux, elle peut osciller à X panneaux à la minute, mais pas forcément beaucoup plus. Par contre, les mettre en flux, ça enlève tout de suite des opérations de maintenance par des opérateurs qui sont coûteux, qui sont pénibles, et puis qui ont certaines limites en termes de capacité de traitement. L'opérateur, il ne peut pas traiter de plein de données en même temps. Donc on a un système en fait d'aiguillage, de mélangeurs sur axe numérique qui vont répartir les panneaux sur les 3 robots d'entrée pour baisser la cadence tout simplement. Sinon un robot ne travaille pas en 2,5 secondes de cadence, c'est impossible. Les robots qu'on voit là, c'est des 3,90 m de rayon d'action qui portent 90 kg. Ils sont tous sur axe au sol. L'installation fait 40 mètres de long. Le stock fait 3200 placements, 8 mètres de haut, 40 mètres de long. Donc là, ça c'est l'entrée de l'installation. Eux, ils rangent uniquement, ils gèrent du stock. Et donc on a la sortie de l'installation, où les panneaux vont prendre les panneaux un à un dans un ordre qui est imposé par la production, en fonction des OF, en fonction de l'assemblage des panneaux, des caissons. On est sur des limites technologiques. L'installation n'a, entre guillemets, jamais 2 fois... Enfin, chaque robot a des trajectoires qui sont toujours uniques. Ils dépendent de la profondeur du panneau, de la taille du panneau, de sa position. Tous les robots sont en zone commune, donc ils peuvent se gêner l'un l'autre. Il n'y a absolument aucun cycle établi. Ils réagissent en temps réel à un algorithme qui est géré par un automate. Là, on est sur l'installation où on a passé 12 000 heures en programmation. La limite technologique vient en effet du data. C'est-à-dire qu'on arrive des fois à des cas où le temps de transfert de données de l'informatique industrielle de l'usine à l'automate et le traitement de l'algorithme qui va décider d'où on met le panneau pour optimiser la sortie à la suite, vont stopper les panneaux. La cadence de 2,5 secondes devient menante par rapport à du transfert de données avec l'usine. Donc voilà le synoptif à la station en 3D en vue de dessus. Donc on a 3 robots de stockage à l'entrée, je disais tout à l'heure, 5 robots en sortie. On passe tous les formats de 120 par 200 à 900 par 2100. Cadence 2 secondes 4 en pointe, 3200 placements stockés. Et on n'a strictement aucun lien entre le flux d'entrée et le flux de sortie. C'est-à-dire que la cadence, on est en sortie plaqueuse, entrée-assemblage. Il n'y a aucun lien entre la cadence de la plaqueuse et l'assemblage. On est entièrement déliés, chaque robot fait son travail, il y en a un qui stocke ce qui sort de la plaqueuse, l'autre qui va trier ce qui va à l'emballage, à l'assemblage. L'enjeu, sur une machine comme celle-ci, et je dirais dans toutes les machines de robotique, c'est vraiment d'avoir beaucoup d'écoute en phase avant-projet. Il faut prendre le temps d'exprimer ses besoins, prendre le temps d'échanger entre l'intégrateur qui fera la machine, ou les intégrateurs qui sont consultés en phase avant-projet, et le client. Intégrer beaucoup de monde, il faut intégrer la maintenance, il faut intégrer la production, il faut intégrer l'informatique industrielle quand c'est le cas. Donc ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'engagement en entreprise pour réussir. Sinon, si vous envoyez un cahier des charges qui est mal ficelé dans la nature et que vous allez passer une commande à un intégrateur qui sera le moins cher, vous allez vous planter. Ça ne marchera pas. Vous n'aurez pas ce que vous avez attendu, enfin du moins vous n'aurez même pas exprimé vos besoins réels depuis le début, donc vous n'aurez même pas planté, puisqu'en fait, finalement, vous aurez acheté quelque chose qui n'est pas votre besoin. Il faut y aller progressivement. Vous avez en haut, la photo qui est en haut à droite, c'est entre guillemets le niveau d'intégration de la robotique. Le robot prend des panneaux sur une pile, il charge, là c'est une commande numérique, c'est une défonceuse Bies, c'est une PME de 20 personnes, je crois, qui est en Franche-Comté, c'est un très bon copain à moi. Le robot retacle la pièce sur un système gravitaire, il charge la machine toujours au même endroit, et il pose les pièces sur une pile. Basique. Ça, je dirais, tout le monde peut y aller. Avec un minimum de préparation et de compréhension des besoins, vous pouvez intégrer un robot comme celui-ci avec un intégrateur local sans aucun souci. Le niveau 2, on va commencer à avoir du chargement de machines avec des gestions de tables de données et des positions de robots qui vont changer par rapport à la taille des pièces.
Ce que vous avez là en photo, c'est chez Ackman, en Haute-Saône. C'est une installation qu'on a fabriquée nous, c'est le groupe France Équipement, ABO, je crois, de tête. Donc là, on commence à avoir des données qui vont être envoyées par l'usine à des cadences relativement faibles, et le robot va s'adapter et poser la pièce au bon endroit par rapport à sa cote. Et puis le niveau 3, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc chez Salm ou chez Fournier, je pense. C'est là où on commence à avoir des problématiques de temps de réponse des réseaux de terrain. On commence à avoir des problématiques de gestion d'algorithmes dans des automates extrêmement complexes, où le robot a un nombre de trajectoires qui est infini, où la cadence ne sera jamais stable, parce qu'il va falloir en fait simuler les flux de pièces pour s'assurer que la cadence sur une durée donnée va être relativement, va répondre aux besoins de la production. Et je pense que il faut surtout pas intégrer un robot en étant, passez mon expression, mais au-dessus de ses pompes. Allez-y progressivement en robotique. Apprenez à intégrer des robots. Rassurez-vous en intégrant des robots. Commencez par des installations simples, puis de plus en plus compliquées. Et je dirais les cas où j'ai pu, en tant qu'intégrateur, avoir des soucis dans le bois ou ailleurs, c'est quand le client a fait un saut technologique trop important, trop haut, trop fort, trop vite. Ça remet en cause beaucoup trop de choses. Le ramp-up souvent est sous-estimé. Il pense que l'installation va démarrer en production en 3 semaines alors qu'il faut 1 an. Donc ça, voilà. Soyez aussi conscient, j'allais dire, des capacités de l'usine et allez-y progressivement. C'est surtout des machines qui sont beaucoup plus autonomes, c'est des produits qui sont beaucoup moins rayés et moins abîmés. C'est un temps de travail qui est plus ouvert, c'est en effet l'opérateur qui est plus indépendant, il y a moins de problèmes de TMS. Et puis je vais reprendre la phrase de M. Hoffner, qui est le directeur industriel de Salm, qui disait en gros au niveau de disponibilité des moyens, les robots jouent en Champions League alors que les machines d'usinage standard du bois jouent en régional. La grosse différence, elle est là. On a 80% de dispo sur les machines bois, ou sur la manutention du bois en général par des portiques, des palans, des convoyeurs ou autres. Un robot, on a 95%, 99%, 98%, et ça n'a strictement plus rien à voir. Voilà, donc c'est la flexibilité, c'est la disponibilité, de la fiabilité. Mais allez-y progressivement, allez-y pas à pas, à mon avis. Voilà.